Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission spéciale, le deuxième numéro pour le compte de cette semaine. Le Bénin, souvent surnommé le quartier latin de l'Afrique, est depuis 2016 le théâtre d'une transformation profonde sous la direction et l'impulsion du président Patrice Talon. Le pays s'est lancé dans un cycle de réformes politiques et institutionnelles sans précédent. Ces changements, parfois controversés, ont touché l'ensemble de notre société. Alors, au-delà des débats passionnés, la question se pose, ces réformes sont-elles le véritable fondement des succès de la gouvernance actuelle? Sont-elles la clé de la stabilité et du développement que nous observons? Aujourd'hui, nous ouvrons le débat pour analyser l'impact réel de cette ère de réforme. Nous verrons comment elles ont redéfini notre paysage politique et influencé la trajectoire de notre nation. Pour y aller, vous suivrez deux films documentaires. Le premier est intitulé « Les réformes politiques au Bénin, le véritable socle des succès de la gouvernance Talon ». Et le deuxième que nous allons vous proposer, un peu plus court que le premier, en tout cas, il était une fois, c'est la rédaction qui se propose de vous rafraîchir un peu la mémoire à travers le rappel de certains faits marquants de notre histoire politique, des éléments qui donneront lieu bien évidemment à des décryptages en plateau avec mes invités, mes débatteurs que je vous présente rapidement. Rodrigue Azinongbe, bonsoir. Bonsoir Franck. Vous êtes le directeur de Radio Fraternité Paraco. Anissé Carlos Oke, juste à côté de vous, directeur éditorial de Canal 3 Télévision. Anissé, bonsoir. Bonsoir Franck. Et puis Eric Guédenon, journaliste à Canal 3 Télévision, bonsoir. Bonsoir Franck Aounou. Wahab Ali Para, bonsoir. Franck Aounou, bonsoir. Merci de me rejoindre dans le plateau. Nous allons faire un tour de table rapidement, comme au premier numéro. Les réformes politiques opérées par le chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui, disons, 65 ans de notre indépendance. Nous fêtons juste, disons, l'anniversaire aujourd'hui. Quand vous faites une petite comparaison, Wahab Ali Para, les réformes que nous avons connues ces 10 dernières années, qu'est-ce que vous notez réellement? Non, je note tout simplement un changement profond et un changement qualitatif dans ce qui était le visage du Bénin, dans ce qui était, je dirais, le modèle de fonctionnement ou le mode de fonctionnement du Bénin. Quand vous demandez une comparaison, je vous fais une comparaison très rapide avec une anecdote qui est sortie de la bouche de Boni Yayi en son temps. Si vous avez souvenance, il y a une période où les grèves étaient, je dirais, bien perlées au Bénin avec toutes les agitations qui vont avec, et malheureusement il y avait, je crois, un des secrétaires généraux, Gaston Azoua, si j'ai bonne mémoire, qui a fait une crise et s'est retrouvé au CNHU. Boni Yayi s'est en personne déplacé et après s'être assuré de ce qu'il se sentait bien, que toutes les dispositions étaient prises pour lui apporter les soins qu'il faut, a rappelé que c'est eux qui conduisent les grèves et que s'il y avait grève, le top qu'il donne, s'il y avait grève au niveau de la santé, quel est le personnel ou qui va s'occuper de lui? Vous voyez, donc c'est vraiment pointu. Et donc en termes de comparaison également, si vous regardez de 1960 à 2016, il y a une période où vraiment les grèves ont suffisamment changé le fonctionnement du Bénin. Vous prenez les années 2006 à 2016, c'est-à-dire sous le régime qui a précédé celui qui est en exercice actuellement, les grèves dans ces 10 ans, n'est-ce pas, ont été les plus nombreuses que par le passé. Peut-être on dira que raconte ce petit. Je vais vous dire très rapidement, je viens d'un papa qui est d'un certain âge, n'est-ce pas, qui a fait également l'administration publique, qui a fait les régimes de 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est pour rappeler à ceux qui diront que raconte ce petit que j'ai eu la chance vraiment d'être avec quelqu'un qui a vraiment vécu et qui a raconté comment le Bénin fonctionnait. Cela sous-entend que vraiment nous avons réussi à changer les choses. Le secteur de la justice était paralysé. On aura le temps d'y arriver parce que le film documentaire va donner un aperçu de tout ce que vous dites là, Rodrigue Azinongbe. Réforme politique, on en parle beaucoup sous le régime. Vous en avez noté en attendant que je vous propose le film documentaire. Oui, il y a eu des réformes
engagé par le chef de l'État depuis qu'il a pris le pouvoir. Ce qui est d'ailleurs normal pour tout chef d'État, parce que chaque régime, ses réformes. Si nous prenons de 1960 à ce jour, il y a eu une période où il y avait eu beaucoup de réformes, beaucoup de changements, il y a eu des coups d'État, beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis il y a eu 1972, de 72 jusqu'à 1990, avec ces réformes qui n'ont peut-être pas, au début, été bien accueillis, et puis après il y a eu quelques soubresauts et ça s'est totalement effondré. Et puis ensuite il y a eu la démocratie avec 1990 et la conférence nationale. Après donc la période démocratique qui se poursuit jusqu'à ce jour, il y a eu des réformes au temps de Soglo, des réformes avec Éric Oudeux, des réformes avec Boni Yahi, des réformes avec Patrice Talon aujourd'hui. On aura le temps de revenir là-dessus et d'essayer d'apprécier, de faire une analyse sur ces 65 ans de réformes pour le Bénin. Anissé Carlos, ok. Vous en dites quoi, vous? Réformes politiques, aujourd'hui, on estime que si Talon a pu engranger ces résultats dont se vante aujourd'hui le régime, en tout cas, c'est dû au fait que sur le plan politique, nous avons une certaine stabilité. Bon, je ne dirais pas encore que nous avons une certaine stabilité, parce que j'ai le sentiment que Patrice Talon continue de peser de tout son poids sur la classe politique, et que quand il ne sera plus là, on n'est pas tout à fait certain que les choses restent telles quelles. Ce qui est certain, c'est qu'en 2016, quand Patrice Talon arrivait au pouvoir, les réformes s'avéraient absolument nécessaires, même indispensables. Son prédécesseur avait tenté même d'en faire et n'a pas pu. Et donc, je considère que oui, s'il a pris les choses à bras le corps avec des réformes qu'il fallait faire courageusement, les résultats, effectivement, ont suivi. Il n'empêche que, même si on fait le procès de Patrice Talon sur le plan politique, avec les réformes qui sont venues un peu à contresens pour certains, il est clair que si on ne les avait pas fait, on serait en difficulté par rapport à la situation que Patrice Talon est venu trouver en 2016. Donc oui, si on a avancé, c'est parce qu'effectivement, il a fallu faire des réformes courageuses, même si on peut trouver à y redire sur la façon dont les réformes ont été conduites et sur la pertinence de certaines réformes. Vous savez que les réformes ne mettent jamais tout le monde d'accord. Il y a toujours des habitudes qui sont bousculées, il y a toujours des personnes qui sont aigries, parce que justement tous les intérêts ne sont pas pris en compte lorsqu'on fait des réformes. Par conséquent, oui, même si nous ne sommes pas tous d'accord sur la valeur des réformes qui ont été faites, elles s'imposaient et Patrice Talon a bien raison de les avoir faites. Éric Guédénon, certains, en tout cas, ont estimé que toute la classe politique s'accordait qu'il faut aller à des réformes. Patrice Talon n'a fait que traduire dans les actes les aspirations de la classe politique qui était d'accord que nous allions à des réformes pour essayer de recadrer un peu les choses au plan politique. Absolument, même si certains acteurs n'osent pas le reconnaître. L'exemple que je prends, qui me vient à l'esprit, c'est qu'en 2016, pour la taille de notre population, nous étions un peu de 300 partis politiques, et qu'à cette date, en 2025, je pense que nous en avons une dizaine. Et même encore là, quand on fouille en termes de grandes formations politiques, on peut encore réduire à 3. Donc, le paysage a changé avec ces réformes. C'est un cas qui est frappant et qui montre à quel point, au-delà de ce que les acteurs partagent le diagnostic, il a fallu du courage et de l'audace, justement, pour amener les acteurs politiques à comprendre la nécessité d'aller vers des grandes formations politiques. Et donc aujourd'hui, le paysage politique est plus clair, c'est plus net. On n'a pas du mal à identifier des partis politiques, en tout cas en termes d'activité et de nom. Donc, c'est aussi le fruit, je dirais, du forcing que le chef de l'État a dû sans doute utiliser, même à sa rencontre avec les jeunes. Il le disait, je veux obliger les Béninois à se parler, obliger les Béninois, les acteurs politiques, à discuter, justement. À ce que, quand il est question des grands enjeux politiques, des questions assez importantes, que les acteurs puissent facilement se mobiliser et travailler véritablement ensemble. Donc ça, c'est une avancée qu'on note justement avec cette réforme. Je verrai si vos analyses ont été dans le sens de ce film que je vous propose de suivre ensemble. Nous allons revenir juste après pour poser d'autres diagnostics et trouver des éléments de réponse à des préoccupations que vous avez soulevées tout à l'heure à travers vos interventions. Suivons ensemble.
Il était une fois le berceau des conférences nationales des forces vives de la nation, symbole du renouveau démocratique dont le modèle était cité en exemple partout dans le monde. Il y a des destins individuels qui se confondent avec celui d'une nation. Des hommes rares, portés par une vision, une conviction, une audace. Patrice Talon est de ceux-là. Avant même de s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, il portait déjà en lui le rêve d'un Bénin transformé. Au courant de la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental sera... C'est l'histoire d'un homme d'affaires devenu homme d'État, un entrepreneur audacieux, fin stratège, féru de rigueur et de résultats, qui, longtemps dans l'ombre du pouvoir, a compris les failles du système. Je vais espérer que... Depuis son accession à la magistrature suprême en 2016, la gouvernance du président Patrice Talon au Bénin est souvent saluée pour ses réalisations tangibles en matière de développement économique et d'infrastructure. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, et qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. Cependant, au-delà des indicateurs macroéconomiques et des chantiers visibles, le succès de cette gouvernance repose sur un pilier fondamental, souvent moins visible mais plus structurant, et constituant le soubassement des multiples actions qui se sont enchaînées ces 10 dernières années. Les réformes politiques profondes et audacieuses engagées dès les premières années du mandat. Il n'a pas simplement gouverné, Patrice Talon. Il a osé rêver grand pour le Bénin. Là où d'autres voyaient un petit pays, lui voyait un pôle d'excellence. Patrice Talon, c'est l'homme qui a injecté une vision d'avenir dans les veines d'un pays fatigué de promesses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement spectateurs de notre histoire. Nous en sommes à nouveau les bâtisseurs. Et grâce à sa vision, le Bénin s'est remis debout. Ces réformes ne sont pas de simples ajustements. Elles sont une refonte systémique visant à assainir l'environnement politique, à moderniser les institutions et à restaurer la crédibilité de l'État. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. En s'attaquant à des mots chroniques tels que la corruption, l'inefficacité administrative et la prolifération partisane, le président Talon a posé les bases d'une gouvernance plus efficiente et responsable pour, in fine, sortir le Bénin des sentiers battus d'une politique nuisible à son essor. Non seulement c'était utile pour lui, mais c'était très utile pour le pays. Parce que si on a pu voir les résultats auxquels nous sommes parvenus au bout des temps passés par le président Patrice Talon à la tête du pays, c'est certainement parce qu'il a compris très tôt
qu'il fallait mettre fin à la chienlit politique qui avait cours au niveau du pays et qu'il fallait initier les réformes. Parce que la plus grosse réussite de son passage à la tête de notre pays, c'est les réformes politiques. La situation politique de notre pays avant 2016, cet état de la situation politique était décrié par tous les acteurs politiques. Et tous les acteurs politiques étaient unanimes sur le fait qu'il fallait que nous fassions, que nous ayons recours à des réformes dans le milieu politique pour connaître un réel développement dans notre pays. C'est pour ça que vous allez me permettre de rappeler simplement que les différents chefs d'État qui se sont succédés avant le président Patrice Talon s'étaient un peu désolés de l'ambiance politique qui régnait dans notre pays. Et tous les autres acteurs, je ne vais pas citer des noms, mais vous savez que, par exemple, le président Soglo demandait à tout le monde de venir à la rivière dans l'esprit de construire ce pays. Et après lui, nous avons le président Mathieu Kérékou qui a parlé, et rappelez-vous, d'intellectuels tarés et de Bénin qui est difficile à diriger. C'est sur le plan politique. Le président Yahi Boni, c'est connu, démocratie, Nescafé et tout le reste. Et le plus beau réquisitoire que le président Yahi Boni a pu faire, c'était lors de son investiture pour son second mandat. Il avait décrit la situation politique dans laquelle nous étions. Cette situation politique était faite d'une démocratie débridée. Patrice Talon fait partie de ces leaders qui ont compris très tôt que le développement d'un pays ne se décrète pas, mais se construit avec méthode, vision et sacrifice. Il est possible de faire des infrastructures, il est possible d'asphalter des rues, mais ce qui n'est pas possible, c'est leur préservation dans le temps. Et Patrice Talon a voulu travailler pour la postérité. Voilà pourquoi il s'est donné les moyens véritablement de doter le pays d'instruments qui pourront aller au-delà du temps qu'il va passer à la tête de notre pays. Et donc, l'instrument fondamental, c'était la réforme du système politique. Dans ses engagements, ses prises de parole et ses choix d'investissement transparaissaient une conviction profonde, celle de voir le Bénin se hisser parmi les nations modernes, disciplinées et prospères. Sa vision s'est forgée loin des projecteurs, dans le silence des stratégies longuement mûries. L'un des axes majeurs de ces stratégies réside dans la réforme en profondeur du système partisan, en rationalisant drastiquement le nombre de formations politiques et en introduisant des critères stricts en matière de financement et de fonctionnement. L'ambition était de rompre avec une démocratie éclatée, perméable au clientélisme. Les gros caïmans, les crocodiles, c'était les différents acteurs de la vie politique. Et on disait chacun a son marigot. Donc, chaque commune a son marigot. Chaque département a son marigot. Chaque famille a un marigot. Chaque clan a un marigot. Chaque club d'amis a un marigot. Et ces marigots-là, c'était des partis politiques qui avaient à leur tête leurs caïmans, leurs crocodiles. Et c'est ces caïmans et ces crocodiles qui aident le chef de l'État à venir au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il faut qu'il coupe de gros morceaux du Bénin, qui sont les revenus, les ressources du Bénin, et leur partager. Qu'ils soient en train de manger tranquille, donc il n'y a pas de problème. Donc lui, il peut rouler. Il peut conduire le pays comme il veut. Il ne sera pas inquiété. Mais dès qu'un caïman n'a pas son morceau de viande, alors là, le chef de l'État qui était là était donc en danger. Donc voilà l'image que donnait le pays. Et je me souviens que lorsque la coalition de 22 partis, de 22 candidats avait formé la coalition de la rupture, ce qui était au centre, c'est que le candidat qui serait porté par cet ensemble, une fois arrivé au pouvoir, devait engager les réformes politiques, notamment la réforme du système partisan. Et tous les acteurs étaient unanimes à l'époque que sans la réforme du système partisan, aucune autre réforme ne pouvait marcher. Parce que le système partisan était devenu donc, le nœud gordien donc,
de la réussite du Bénin. Le mal dont souffrait le Bénin, c'était le système partisan et qui fait que les présidents de la République qui arrivaient au pouvoir, quelle que soit leur bonne volonté, étaient après pris en otage par l'ensemble de la classe politique et n'arrivaient pas à mettre en œuvre leur projet de société à travers leur programme d'action du gouvernement. Pour Patrice Talon, il faut bâtir un paysage politique plus cohérent et structuré, avec pour objectif faire émerger de véritables partis de gouvernance, porteurs de visions claires et dotés de solides capacités organisationnelles. Cette volonté s'est concrétisée à travers l'adoption de la charte des partis politiques et de la loi encadrant leur financement. 2 textes qui ont contribué à assainir le jeu électoral et à renforcer la transparence. Si ces réformes ont suscité des débats sur le pluralisme, elles ont néanmoins permis de clarifier l'offre politique, d'instaurer une discipline nouvelle dans l'espace public et de consolider les institutions, en faisant des partis politiques des structures robustes, moins vulnérables au blocage. Ces réformes ont renforcé notre démocratie. Je pense que notre démocratie est devenue mûre. Nous avons désormais une démocratie qui a quitté les arcanes de l'enfance, des arcanes des railleries et qui est devenue désormais une démocratie mûre. Le pluralisme, les réformes n'ont pas modifié le pluralisme, pas du tout. D'ailleurs, le pluralisme est intégral toujours au Bénin, mais certaines conditions ont permis de renforcer parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours se rappeler d'où on est parti. D'où on est parti, tout le monde était d'accord pour que nous n'ayons plus des partis politiques qui soient des clans, des partis politiques qui soient réduits à des villages ou même à des familles. Et donc, il fallait renforcer un peu cela. Le pluralisme existe toujours. Depuis son accession au pouvoir, il démontre qu'il ne suffisait pas d'avoir des rêves pour son pays, mais qu'il fallait le courage d'en poser les fondations. Parallèlement, la loi sur le statut de l'opposition a été votée, visant à encadrer et à garantir les droits et devoirs de l'opposition, offrant ainsi un cadre légal pour son expression et son rôle dans le processus démocratique. Parmi les avancées les plus marquantes de cette ère réformatrice figure l'inscription dans la Constitution béninoise d'une règle claire et irrévocable limitant le nombre de mandats présidentiels. Aucun dirigeant, depuis le renouveau démocratique de 1990, n'avait osé affronter aussi frontalement la question de la longévité au pouvoir, en consacrant la limitation à 2 mandats, non seulement consécutifs, mais aussi à vie. Cette révision constitutionnelle a posé un jalon historique. Elle a renforcé les garde-fous démocratiques, institutionnalisé l'alternance au sommet de l'État et dissipé toute ambiguïté sur la possibilité pour un chef d'État de revenir au pouvoir après une pause. Regardez ce qui se passe dans la sous-région. Vous allez voir que des gens cherchent à se maintenir au pouvoir malgré des décennies passées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien construit et ils ont peur de l'après-eux. Plus loin, vous regardez d'autres qui, certes, ont réussi à faire des infrastructures, beaucoup d'infrastructures, mais qui s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ont peur de ce que sera le pays après eux. Vous constatez donc que si aujourd'hui, au Bénin, personne ne parle de 3e mandat, personne n'a la crainte de ce qui va se passer, c'est parce que Patrice Talon a construit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a construit? C'est la réforme du système partisan qui va lui succéder et donc qui va continuer, qui va permettre à ceux qui viendront après de continuer dans cette voie-là de construction du durable pour notre pays. L'article 42, dans sa nouvelle formulation, affirme sans équivoque: nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats présidentiels. Une disposition d'une clarté radicale, rare sur le continent africain, où la tentation de la présidence à vie reste tenace. Là où d'autres tests constitutionnels laissent la porte ouverte à des interprétations opportunistes, le Bénin, sous l'impulsion du président Talon, a opté pour une fermeture nette. Mesdames et messieurs,
Je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. En défendant personnellement cette mesure, Patrice Talon a envoyé un signal fort, celui d'un dirigeant attaché aux principes plutôt qu'aux privilèges, soucieux de construire des institutions solides plutôt que de prolonger indéfiniment son pouvoir. Un positionnement rare et audacieux qui contraste fortement avec les pratiques de nombreux dirigeants africains encore enclins à modifier les lois fondamentales à leur avantage. Sans les réformes politiques, on pouvait craindre que cela s'arrête. Mais avec les réformes politiques, on est convaincu qu'au lendemain de son passage de témoin, celui qui va lui succéder n'a pas d'autre choix que de continuer dans la même logique, celui du développement du pays. En somme, loin d'être de simples appendices à l'action gouvernementale, les réformes politiques du président Talon ont agi comme un catalyseur essentiel. Elles ont déblayé le terrain pour des actions efficaces dans d'autres secteurs, créé un cadre propice à la stabilité, à la prévisibilité et à l'efficacité. Des facteurs qui, permettant ainsi aux politiques de développement économique et social de prendre racine et de produire des résultats concrets. Ce n'est pas une œuvre tapageuse, mais une œuvre profonde, structurante, qui résistera au temps. Ça a permis de faire face à d'autres chantiers qui sont, par exemple, la lutte contre la corruption. Nous sommes allés donc à la loi qui a permis de créer la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, décriée au départ, mais qui aujourd'hui est devenue un modèle que les pays africains viennent copier, qui est devenu le gendarme de la République, qui permet de veiller sur les ressources publiques, le bien public, qui fait la traque aux prédateurs des ressources publiques. Le numérique est passé par là pour permettre que personne ne puisse plus échapper donc, à l'imposition. Donc, toutes ces réformes permettent aujourd'hui que le Bénin engrange beaucoup de revenus. Alors, quand vous avez de l'argent, alors il faut bien gérer l'argent. Donc, on lutte contre la corruption et un certain nombre de mesures, de réformes ont été faites pour lutter contre le gaspillage des ressources publiques. J'ai l'habitude de donner quelques exemples. Je prends l'exemple de la réforme des voyages officiels de l'État. Lorsque le chef de l'État était arrivé au pouvoir, le point fait montrait que chaque année, le Bénin dépensait autour de 17 milliards pour les voyages officiels de l'État. Le chef de l'État dit, mais ça c'est trop. Pour un petit pays qui n'a pas de pétrole, mais c'est trop. Alors, il a mis sur pied un comité pour évaluer cela. Et une réforme simple a été faite, la réforme c'est quoi? La centralisation des besoins de voyage. Et les missions sont gérées par une cellule, la cellule des voyages officiels de l'État. Vous adressez vos demandes de voyage à cette cellule qui est chargée donc de prendre les billets pour vous, de vous donner les frais de mission. C'est ce qui a été fait comme réforme. À la fin de l'année, vous savez combien? On a dépensé 1,5 milliard. Tout le monde a voyagé. Aucune mission n'a été supprimée. Alors, vous voyez l'économie qui est faite à Paris. Il a fait le pari audacieux de la rupture. Rupture avec les pratiques clientélistes, l'improvisation et la complaisance. De la volonté à la mise en œuvre, c'est cela le mérite du président Patrice Talon. Sinon, on ne peut pas dire que tous les présidents de la République qui lui ont précédé de 60 à aujourd'hui n'ont pas eu de volonté. Quand vous prenez le président Yahi Boni, quand le président Yahi Boni a annoncé la refondation du pays, mais c'était sur la base de diagnostics précis. Les diagnostics sont là et précis, nous partageons les diagnostics. La différence, c'est que la vision et les solutions à apporter, personne n'a osé les apporter. Même lorsqu'on a les solutions, on a du mal à les mettre en œuvre ou bien on n'ose pas les mettre en œuvre. Avant le président Yahi Boni, vous avez le président Soglo qui a dit qu'il va faire rendre gorge. Ça, c'est sur le plan de la corruption. Mais tant qu'il n'a pas agi sur le paysage politique, il n'a pas pu assainir le paysage politique, il n'a pas pu faire rendre gorge. Souvent, nous ne faisons pas les liens, au fait. C'est pourquoi moi je dis le socle
de la réussite du mandat et des mandats qui vont se succéder au Bénin demeure le système partisan qui doit demeurer assaini. Nous avons amorcé cet assainissement. Il n'est pas encore achevé. C'est un chantier au long cours et qu'il va falloir ensemencer. Et il n'a jamais manqué une occasion de l'affirmer. En décembre 2024, face aux députés à l'Assemblée nationale, Patrice Talon a réaffirmé avec fermeté son refus de toute compromission susceptible de fragiliser l'autorité de l'État. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Il a osé imposer une méthode, parfois incomprise, mais toujours orientée vers l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez vu le président Patrice Talon. Chaque fois que le bien-être individuel ou bien le salut individuel a été en contradiction avec le bien-être collectif, il a opté pour le bien-être collectif. Et parfois au détriment de ses propres partisans, au détriment de sa famille. Je vais vous donner l'exemple. Quand le président Patrice Talon a estimé qu'il fallait mener ce combat contre, l'évasion du soja au Bénin. Nous avons des usines, nous avons Glodibé qui est installé, on a besoin donc de matières premières, on a besoin de coton, on a besoin de soja, on a besoin de noix d'arachide. Alors, le paysan qui produit son soja, qui produit son coton, qui produit ses noix d'arachide, lui veut aller sur le marché et livrer ses produits au plus offrant. Il se fait que donc le marché qui se fait de l'autre côté de la rue, par-delà la fenêtre, était un peu pour appâter donc la production d'ici. Et pour cause, c'est pour tuer les usines émergentes ici. Quand on est visionnaire, quand on est homme d'État, il faut prévoir et dire non, ce n'est pas bon. Parce que si on laissait faire, mais c'est les usines à Glodibé et ailleurs qui vont manquer de matières premières. Et si ces usines-là fermaient, c'est la question d'emploi. Donc on a commencé par résorber. On y parvient difficilement là. C'est ces questions-là qui vont se corser, qui seront difficiles. Le président de la République a dit qu'il faut prendre des mesures. Nous étions à la veille des élections de 2023. Et une grande partie de la classe politique, le soutenant ces actions, dit mais même si monsieur le président de la République, si vous voulez le faire, il faut le faire après les élections. Le président Patrice Talon a dit qu'est-ce qui est bon pour le pays. Cette mesure, on ne doit pas tenir compte de vos intérêts, donc partisans, pour éviter de faire ce qui est bon pour tout le pays. Il faut qu'on y aille tout de suite et maintenant. On peut sans risque de se tromper affirmer que bien avant même d'accéder à la magistrature suprême du Bénin, Patrice Talon n'était pas un homme sans boussole. Il portait en lui une feuille de route méticuleusement tracée, une vision audacieuse et sans équivoque pour l'avenir de son pays. Ce n'est qu'aujourd'hui, près d'une décennie après son investiture, que la pleine mesure de ses ambitions claires et de son projet profond pour le Bénin commence à se révéler avec une évidence saisissante. Et j'étais avec lui, pour vous donner un petit exemple. J'étais avec lui, on était dans un milieu, et le vent a porté une petite feuille qui est venue s'intercaler, qui est venue dans l'espace où nous étions en train de discuter, nous on était debout. Il a arrêté la discussion pour ramasser la feuille morte là et aller déposer. Parce que nous, ce n'est pas notre maison. On discutait là et puis on allait se séparer. 5 minutes après, comme le vent passait dans le même sens, la même chose s'est produite encore. Il a encore arrêté la discussion. Il prend le papier et il dépose plus loin. C'est les signes. Moi, je voyais déjà que
il y a quelque chose de particulier. Il n'aime pas là où il n'y a pas la propreté. Pas propreté au sens seulement de balayage, mais il aime ce qui est propre. L'autre aime que l'endroit soit agréable à vivre. Vous comprenez maintenant pourquoi on a construit les cités ministérielles que vous et moi, nous n'avons jamais vues. Vous comprenez pourquoi le palais de la République, là où le président travaille, a été reprofilé, réaménagé, au point où celui qui l'a habité pendant 10 ans plus tôt, au sortir d'une audience, a jeté un coup d'œil à gauche et à droite et s'est posé une question grave. Est-ce que réellement j'avais travaillé ici pendant 10 ans? Les réformes, les infrastructures, les transformations économiques et sociales qui ont jalonné ces années ne sont pas le fruit du hasard ou d'une improvisation, mais la matérialisation cohérente d'un plan préétabli. Ce qu'il incarne, c'est une révolution silencieuse, celle d'un Bénin qui s'émancipe du désordre pour épouser l'ordre, la discipline et la rigueur. Dans un pays où la politique a longtemps été l'apanage des hommes, Patrice Talon a fait de la femme un acteur politique à part entière. Porté par une volonté de modernisation de la vie politique, ces réformes ont permis un net progrès en matière de représentativité féminine au Parlement. Ainsi, avec Patrice Talon, la promotion de la femme n'est plus un slogan politique, mais une réalité inscrite dans les textes. Que c'est une volonté politique affichée, une détermination personnelle du chef de l'État qui nous a amenés à où nous sommes aujourd'hui. La réforme la plus importante et que j'appelle réforme historique pour moi, c'est la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui est intervenue après un dialogue politique en 2019 où nous avons, le législateur a modifié la Constitution en son article 26 précisément pour permettre une meilleure représentation du peuple par les femmes. Ceci en évitant de rompre l'égalité entre l'homme et la femme qui est un principe fondamental. La révision historique de 2019 est le clou de toute cette réforme-là qui est intervenue depuis la session du président Talon au pouvoir. Le mandat de Patrice Talon restera celui où la parité a fait son entrée dans le langage institutionnel. Derrière les réformes, il y a une conviction. Une démocratie ne peut être forte qu'avec la pleine participation des femmes. Il s'est réservé de chanter des louanges aux femmes. Il a préféré donner à la jeune féminine la place qu'elle mérite dans la société béninoise. Talon met désormais la femme au cœur du débat, et ce, pour des générations. Nous avons eu comme conséquence la modification du code électoral qui a permis aux législateurs d'insérer le concept de siège exclusivement réservé aux femmes. C'est un concept typiquement béninois. Nous n'avons pas rencontré cela ailleurs. Ailleurs, il y a eu des questions de quotas. Mais chez nous, nous avons des sièges exclusivement réservés aux femmes dans les 24 circonscriptions électorales. Donc, aujourd'hui, dans tous les cas, et quel que soit le régime, nous aurons au moins, sur les 109 députés, nous aurons 24 femmes. Ça, c'est une réforme majeure qui nous permet aujourd'hui d'avoir, qui nous a permis d'avoir en 2023 29 femmes à l'Assemblée nationale. Nous étions entre 6, 7 depuis la session du Bénin, depuis la conférence des forces vives de la nation. Nous n'avons jamais atteint 10% de présence féminine à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes à presque 26%. C'est important, il faut le noter, et toutes les femmes béninoises, je pense, remercient le chef de l'État pour ça. Le chantier des réformes n'a pas seulement concerné la représentativité. Il s'est également étendu à des lois plus fermes pour protéger les droits des femmes et renforcer leur sécurité juridique. Réforme, une batterie de tests législatifs qui ont été adoptés en 2021. Et il y a un, principalement, que je voudrais évoquer, sur la protection de la femme.
C'est la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant répression des infractions commises à raison du sexe. Cette disposition-là a entraîné la modification du code pénal, a entraîné la modification du code de procédure pénale, parce que ça sanctionne sévèrement les crimes commis et les violences qui sont commises à l'égard des femmes. Aujourd'hui, si vous violez, c'est la criette. C'est décourageant pour les divorcés sociaux qui pensent qu'on peut abuser de la femme, on peut la violenter impunément. Donc, je pense que des efforts sont faits, les résultats progressivement sont perceptibles, mais nous devons continuer. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans fausse modestie, que la femme béninoise est mieux représentée et épanouie. En tout cas, il y a des dispositions qui lui permettent d'être mieux épanouie, de plus en plus autonome. Mais ça ne veut pas dire que les stéréotypes sociaux là ne persistent pas. On a encore des efforts. Il reste des défis en termes d'éducation des filles, des défis en termes de participation même politique, parce que cette réforme-là s'est arrêtée au niveau de l'Assemblée nationale. Il est important pour nous que cette réforme aille jusqu'aux conseils communaux. Nous faisons aujourd'hui le plaidoyer pour qu'il n'y ait plus de conseils communaux sans femmes. Ces réformes ont permis de jeter les fondations d'un État moderne, transparent et responsable, faisant du Bénin un véritable laboratoire de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Les pratiques autrefois enracinées, telles que le népotisme, le marchandage politique ou la corruption systémique, ont progressivement perdu du terrain et n'ont plus leur place dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Au terme de près d'une décennie de gouvernance, il apparaît clairement que Patrice Talon n'a jamais envisagé le pouvoir comme une fin en soi, mais comme un levier pour transformer en profondeur les fondations de l'État béninois. Il est des trajectoires politiques qui, par leur cohérence, leur audace et leur sens aigu de l'État, résonnent bien au-delà de leurs frontières. Celle de Patrice Talon s'inscrit dans cette veine. Le Bénin d'aujourd'hui, qui est un exemple dans la sous-région, je vous le dis très sincèrement, quand nous allons dans les forats internationaux, c'est avec fierté que nous disons que nous sommes béninois. Parce que sur chaque secteur, nous constatons qu'il y a des avancées remarquables. À l'image de Lee Kuan Yew, le père fondateur du Singapour moderne, il a compris que le développement d'une nation ne repose pas sur des discours généreux ou des réformes superficielles, mais sur la construction méthodique d'un État fort, discipliné et visionnaire. Patrice Talon a fait le choix du long terme, de la structuration rigoureuse, du refus du compromis facile avec des systèmes corrompus. Il a placé la réforme au cœur de son action, non comme un slogan politique, mais comme un acte de refondation. Il ne s'est pas contenté de gérer l'existant. Il a voulu reconfigurer le socle même de la République, son fonctionnement politique, ses institutions, sa culture de gouvernance. Vous voyez, nous sommes à quelques mois d'une élection, des élections. Vous avez vu avant comment ça se passait. 2 ans avant la fin d'un mandat, le pays cessait et tout le monde était consacré par la question politique. Le développement était mis au placard. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que nous sommes allés vers des grands ensembles et chacun sait que sa survie passe par la survie du plus grand nombre. Il a misé sur la fermeté, la transparence, la rigueur, la responsabilisation des élites, la stabilité institutionnelle et la méritocratie comme pilier du redressement national. Et comme à Singapour autrefois, les choix de Patrice Talon ont parfois dérangé, bousculé, clivé. Mais avec le recul, ils s'imposent comme les jalons d'une transformation profonde et irréversible. À
Allez, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce film documentaire, un film que vous venez de voir qui ne se contente pas seulement de raconter une histoire, il met les acteurs politiques face à leurs responsabilités et nos analystes en plateau vont nous aider à démêler le vrai du faux et à comprendre la profondeur de la vision politique de Patrice Talon comme soubassement de ses résultats obtenus dans d'autres secteurs de développement du Bénin. Éric Guédénon. Le film, comme vous l'avez vu, présente la vision politique de Talon comme le socle de la réussite de ces deux mandats. Mais au-delà du discours, quel indicateur économique et sociaux confirme cette thèse selon vous? Alors, il suffit de voir que dans cet élément, il y a un témoignage de ce que, par le passé, ce n'était pas la volonté de développer le Bénin qui manquait aux anciens présidents. Jusqu'ils s'étaient retrouvés dans un système où il fallait dealer chaque fois, il fallait négocier. Pour la petite réforme, pour la moindre décision à appliquer, il faut négocier avec les acteurs politiques. Et ce n'est pas toujours gagné d'avance. Et donc, si aujourd'hui, Patrice Talon a pu justement avoir ces résultats qu'on a évoqués dans l'émission précédente, pour ce qui est du réseau routier, par exemple, et donc, c'est parce qu'il a réussi à faire une démarcation entre le champ politique, justement, et l'activité économique. Il a réussi justement à ne pas se laisser aller par l'appétit politique. Il a dit lui-même une fois qu'il a pris le risque de l'impopularité, justement. Et je crois savoir que toujours à la rencontre avec les jeunes, il donnait un exemple d'un partisan qui est venu le voir pour négocier le poste de directeur général du port autonome de Cotonou. Et il était tellement étonné qu'en retour, il lui dit « Mais est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que tu es qualifié pour véritablement assurer cette charge ?» Alors, le monsieur lui dit « Nommez-moi et puis je vous bloque ma zone politiquement. » Donc, par le passé, c'était ce qui se passait. Et dans ce genre de situation, quel résultat économique on peut avoir? Aujourd'hui, nous savons ce que le port est devenu aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est des éléments sur lesquels Patrice Talon a dû travailler efficacement avec les acteurs politiques pour avoir le temps de s'occuper justement de la gestion du pays. Voilà. Et puis, selon, disons, le film Anissé Carlos Oké, est-ce que, à votre avis, il s'agit d'une simple rupture ou une évolution nécessaire et qui était attendue par le peuple béninois? Je crois qu'au moment où Patrice Talon prenait le pouvoir, l'ensemble de la classe politique qui profitait du système bordélique qu'il y avait était tout à fait d'accord que ça ne pouvait pas continuer. Tout le monde s'accordait là-dessus. Et on le verra plus tard. Boné Yahi, qui était président de la République jusqu'en 2016, n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus des marchandages, il n'en pouvait plus du chantage politique, il n'en pouvait plus de l'enrichissement illicite, il n'en pouvait plus de l'impunité. Parce que les Béninois étaient riches de ce marchandage. Parce que ce sont les partis politiques, en réalité, qui contrôlaient en fait, la gestion des affaires de l'État. Le président de la République n'était qu'un partenaire de négociation. Et ce qu'on lui concédait, il le prenait. Ce qu'on ne lui concédait pas, il n'avait pas d'autre choix que de se plier. Et donc, à ce moment-là, en 2016, quand Patrice Talon prenait le pouvoir, il avait, aux yeux du monde, pris l'engagement de faire une rupture. C'est vrai qu'on ne l'avait pas trop cru sur parole parce qu'on se disait, bon, les paroles, c'était une promesse politique. Une promesse électorale, et les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Parce qu'il fallait, comme le disait Eric tantôt, une sacrée audace pour s'en prendre à toute cette classe politique qui, peu ou prou, a quand même contribué à le faire venir au pouvoir. Donc, c'est comme s'il devait se montrer tout à fait ingrat vis-à-vis des personnes qui lui avaient fait confiance et qui avaient pensé qu'en venant au pouvoir, il ferait leur promotion tous azimuts et que à l'Assemblée nationale, comme par le passé, dès qu'on veut voter la moindre loi, il fallait envoyer des valises d'argent. Bon, bref, ces réformes-là s'imposaient et Patrice Talon a eu une sacrée audace de les faire et nous remarquons aujourd'hui en tout cas que pour les avoir faits, il s'est ouvert un boulevard pour aller vers d'autres réalisations. D'accord. Rodrigue, la question que j'ai faite tout à l'heure à Anissé, est-ce que véritablement les populations comprennent la profondeur de cette vision politique du chef de l'État? Vous savez, par rapport à la population, je vais y revenir tout à l'heure, mais pour revenir d'abord sur la question des réformes même, oui. Il faut d'abord partir du fait que Patrice Talon n'a pas commencé la politique en 2016.
il maîtrise le système politique béninois parce qu'il travaille en sourdine avec les hommes politiques depuis des décennies. Donc, il les connaît tous. Il les maîtrise. Il a contribué à faire des nominations. Il a contribué à faire élire un président par le passé. Donc, il connaît presque tous les acteurs politiques qui, à un moment donné, en griffe aussi mangeaient dans sa main. Lorsque vous les connaissez, vous connaissez leur manière de faire, leur manière d'agir, leur manière de nuire ou leur manière de maîtriser le système en place. Donc, il est plus facile pour vous d'agir, de savoir qui mettre de côté, parce que vous avez vu ce qu'il a fait déjà pour les deux partis qui le soutiennent. Il a mis certains dinosaures de côté. Vous savez, dans notre système politique, il y a ce que moi j'appelle souvent cette hypocrisie et cette manque de conviction politique, parce que vous avez vu pas mal de gens qui sont avec le chef de l'État, qui vont le féliciter, mais qui, lorsqu'un autre président serait installé en 2026, vous allez les voir encore changer de langage. On les entend, on entend parfois les mêmes depuis des décennies. Donc, ils sont champions en la matière. C'est pour ça que je dis qu'il les connaît, il sait comment les tenir, il les tient, et si vous n'êtes pas droit, il vous met de côté. Donc, ils se sont tous rangés, ce qui a permis qu'ils puissent lancer ces réformes. Il est passé par la force, parfois, parce que c'était nécessaire, et aussi parce qu'il faut comprendre aussi qu'en tant que Béninois, nous tenons ça de nos colonisateurs, nous sommes des éternels contestataires. On n'est jamais content. Vous avez vu une réforme passer en France? Non, il faut toujours contester, il faut sortir. On tient ça des Français, on n'est jamais content. Quel que soit le président qui va être là, on ne sera jamais content parce qu'on estime que oui, on n'a pas eu ci, on n'a pas eu ça. Donc, maîtrisant tous ces systèmes, il a pu mettre de côté ceux qui ne pouvaient pas l'arranger. Et il a foncé droit pour faire sa réforme. Maintenant, est-ce que la population est d'accord? La population n'y peut rien. Il a été élu par un suffrage universel. Les Béninois lui ont confié donc leur destinée. Donc, il est à même, ils attendent de lui de faire des choses, de changer les choses. Donc, arguant de ce pouvoir qu'on lui a confié, donc il a fait ces réformes et les populations auront donc juste à suivre, contents ou pas. Voilà. Wahab Alikbara, il disait que notre système avait beaucoup de failles qui lui ont profité à lui-même. Est-ce que ces réformes-là sont une réponse à ces failles-là qu'il fallait corriger pour faire avancer le pays? Il y avait effectivement nécessité de corriger ces failles, n'est-ce pas, parce que le système politique d'avant était un blocage, je dirais, dans la gouvernance du pays. Il fallait faire des réajustements qu'il faut, il fallait revoir, je dirais, la copie et le modèle qui existait, et Patrice Talon a essayé de toucher à tous ces petits détails pour pouvoir réussir. Et ça devient intéressant quand on rappelle un peu ce que disait tout à l'heure Rodrigue Azinobé, sans le répéter pour autant, que oui, le fonctionnement d'avant, Patrice Talon avait contribué à cela également. Mais il s'est, je dirais, à l'arrière-plan rendu compte des réalités du Bénin, de comment les choses fonctionnaient, de ce que cela profitait à, je dirais, à certains citoyens sans permettre le développement du pays. Voilà pourquoi, ma foi, Patrice Talon a essayé de faire beaucoup plus la popularité du Bénin plutôt que sa propre popularité. Il a choisi, comment dire, à son corps défendant son impopularité et hisser le Bénin un peu plus haut. Et pour le réussir, il fallait vraiment toutes ces réformes, parce que quand vous avez jeté un coup d'œil sur le film documentaire qui est passé, les différents intervenants sont revenus sur le fait que oui, il y avait un système politique qui était en place et qui mettait en difficulté les différents dirigeants. Si on fait 10 ans en arrière avec Boni Yayi, ses premières actions, c'était une marche verte. Marche verte pourquoi? Marche verte pour contre la corruption. Ça sous-entend que oui, il avait la volonté, mais il s'est heurté, n'est-ce pas, à des acteurs politiques qui vraiment ont été un frein pour lui, et donc arrivé à leur niveau, il était obligé de dévier parce que ça devenait comme un os à sa gorge. Autant ça a été l'os à la gorge des prédécesseurs, même à Boni Yayi. Voilà pourquoi les réformes de Patrice Talon ont été qualifiées de réformes audacieuses, parce qu'à un moment donné, il fallait fermer les yeux et foncer. À un moment donné, il fallait donner sa poitrine et avancer. À un moment donné, il fallait
utiliser la stratégie qu'il faut. Bref, il a su là où mettre la carotte, là il faut mettre la chicotte, et parfois même il faut mettre même les deux. D'accord. Anissé Carlos Oké, à la lumière de ces réformes, on parle d'une nouvelle ère. Aujourd'hui même, sur le boulevard de la Marina, quand il accordait une interview aux journalistes, il a dit que nous avons maintenant, nous avons entamé une nouvelle ère. Est-ce qu'avec ces réformes-là, on peut dire que le Bénin désormais est à l'abri des manœuvres politiques qui, par le passé, bloquaient un peu le développement, l'évolution du pays? En tout cas, si les réformes sont maintenues telles quelles et qu'il n'y a pas de changement dès que Patrice Talon aura tourné le dos, on peut dire que le Bénin a tourné la page. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quel que soit le président qui viendra, il y aura quand même un certain respect des bases que Patrice Talon a posées. Déjà, les partis politiques ne sont plus les mêmes. Aurions-nous un président qui maîtrise autant les Béninois, les acteurs politiques que Patrice Talon? Je pense qu'il n'est pas nécessaire que les successeurs de Patrice Talon maîtrisent les acteurs politiques autant que lui, parce que les bases justement qu'il a posées les mettent un peu à l'abri du chantage et du marchandage. Aujourd'hui, il n'y a que 2 grands partis et les réformes prévoient que ce sont les partis, le parti majoritaire qui fait élire son président. Si vous n'êtes pas membre d'un parti aujourd'hui, vous ne pouvez pas être élu. Donc les aventuriers solitaires qui débarquaient et qui amenaient beaucoup d'argent pour acheter les suffrages universels ne peuvent plus le faire. Donc aujourd'hui, les partis politiques, avec leur programme et l'équipe qui partage la même vision, qui partage le même programme, vient au pouvoir et travaille de façon cohérente sans que il y ait du marchandage autre mesure entre eux. Donc je crois que ça c'est une réforme majeure et c'est à partir de cette réforme majeure que tout ce qui a été fait par la suite a été possible, parce que à tout bout de champ et à toutes les étapes, il y avait toujours quelqu'un pour créer le blocage parce qu'il n'avait pas eu satisfaction par rapport à ses intérêts. Allez, c'est vrai que sur la question du départ de Boni Yayi, il y a des craintes. De Talon, Patrice Talon, excusez-moi. Il y a des craintes en ce qui concerne sa succession, notamment sur la gestion politique, ce qui va se passer après. On se pose beaucoup de questions. Vous avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y aura un président de poigne comme lui qui pourra maîtriser, être rigoureux dans la gestion? Tout le monde ne peut pas être comme Patrice Talon. Et je crois que c'est pour ça qu'il a tapé sur les doigts de beaucoup d'hommes politiques qui tentaient de poser des actes hors des partis politiques, parce qu'il a dit on a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour mettre en place un système partisan, vous ne pouvez pas agir hors de ce système. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a aussi répété, c'est que même si lui il part, il faut que les partis soient forts, il ne faut pas que ce soit des hommes qui soient forts. Donc si les pouvoir canaliser, pour pouvoir canaliser, parce que si vous pensez que vous êtes fort, vous êtes même président de la République, le parti peut vous imposer des choses, le parti peut vous enlever même de ce poste-là, le parti doit être fort. Est-ce que ça va tenir? C'est peut-être ce qui est l'idéal, mais on verra à travers les actes qui seront posés par les uns et les autres, à travers son successeur, à travers la manière dont seront gérées les élections générales. C'est-à-dire qu'on a les élections qui approchent là. Ce qui est sûr, il y aura des mécontentements, il y aura des frustrations. Forcément des mécontentements, parce qu'aujourd'hui, vous savez, même quand les gens sont mécontents, ils n'osent jamais le dire. Ils vont le dire en off, mais le dire devant, le dire comme ça, ça va être quasiment impossible parce qu'ils ont peur du couperet qui va tomber sur leur tête aussitôt lorsque ça arrive dans les oreilles du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les 2 grands partis qui soutiennent le chef de l'État, c'est lui qui décide. Ne me disent pas que c'est Abdoulaye Biotchane, que c'est Jock Benou, non. Pour l'instant, ils n'ont pas encore cette facilité qu'il faut avoir pour pouvoir prendre certaines décisions, peut-être certaines décisions mineures, mais les décisions majeures, on sait que ces décisions sont prises devant le chef de l'État. Donc, on attend de voir qui sera cet homme-là qui pourra vraiment avoir cette poigne pour pouvoir diriger et permettre que le système soit pérenne. Alors, en réponse à la préoccupation soulevée par Rodrigue, et si Patrice Talon travaillait en arrière-plan et accompagnait au plan politique le prochain président, est-ce qu'on ne sera pas à l'abri de problèmes qui pourraient survenir pour remettre en cause, par exemple, ces réformes-là? On peut voir cette possibilité, mais il va le faire pendant combien de temps? Je pense que si honnêtement, de 2016 à la date d'aujourd'hui, les acteurs politiques n'ont pas épousé cette vision des choses, pour moi, c'est un échec.
parce qu'il a longtemps expliqué cela. Et aujourd'hui, nous voyons les bénéfices. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre autant de pression sur les acteurs politiques pour comprendre ce que cette réforme nous apporte comme résultat. Pour que chacun, dans le fond intérieur, se ressaisisse, n'est-ce pas, et place le Bénin au-dessus de tout, voyez-vous. C'est vrai que la gestion du personnel politique, c'est le grand défi du prochain président. Rodriguez Nobel a dit, tout le monde n'est pas Patrice Talon. Sa facilité à gérer les gens, à maîtriser les gens, à éviter des pièges et tout ça, eh bien, tout le monde n'a pas cette capacité justement à gérer les choses de cette façon. Alors, même si le prochain président vient du camp de la mouvance présidentielle et qu'en arrière-plan, dans l'ombre, il va essayer de gérer les choses, il n'a plus le pouvoir de décision, justement. Et quand ce statut vous quitte, on n'a plus non plus la même allégeance de tous les acteurs politiques. Il y a quand même quelque chose qui change. Le nouveau président va chercher à s'affirmer. Il y a quelque chose. Il va s'affranchir de Patrice Talon et s'affirmer voilà, aussi. Il y a quelque chose qui change. Donc pour moi, si vraiment nous allons garder cette dynamique, il faut compter sur la compréhension sincère des acteurs politiques, à comprendre que nous avons franchi un cap, nous avons envie de rester dans cette dynamique. Mais les connaissant un peu, vous qui observez la classe politique, dites-nous réellement, est-ce qu'on peut compter sur la sincérité? C'est la première fois que j'entends des acteurs politiques disent, écoutez, ça chauffe tellement que nous sommes obligés d'aller faire des prêts en banque. Ça chauffe tellement que on a formé des délégations. Ils attendent le départ de Patrice Talon pour montrer plus des ressources comme par le passé. C'est la première fois que j'entends un acteur politique dit on allait voir le chef de l'État, on se dit pour qu'il nous aide, nous a renvoyé. Donc, ça veut dire que mais parce qu'il a envie de mettre fin à la logique marchande qui a cours en milieu politique par le passé n'existe plus aujourd'hui. Et donc, les acteurs politiques sont résolus à ce qui, je vais dire, enfin, le salaire de ministre, de député et bien d'autres postes, et puis ça s'arrête là. Allez, et c'est compliqué. La dernière fois, j'ai rappelé combien même le président Patrice Talon est nostalgique du passé du Bénin, la façon dont le Bénin était géré, la façon dont il y avait la facilité à voir l'argent circuler et autres. Il est évident que Patrice Talon, qui est là, est bien nostalgique de ce passé. Mais comme on l'a dit, à un moment donné, il fallait se réveiller, appuyer sur stop. Et c'est ce que Patrice Talon a fait. En termes de compréhension des acteurs politiques, il faut également se poser la question. Sommes-nous capables de faire comme Patrice Talon, qui à un moment donné a décidé de mettre le Bénin à l'avant? Parce que oui, si on doit faire, couler les choses comme un château de cartes après Patrice Talon, c'est qu'on aurait choisi, n'est-ce pas, l'intérêt individuel, n'est-ce pas, l'intérêt personnel à la place de l'intérêt de toute la nation. Et c'est ça qu'il faut refuser aux acteurs politiques. Et une chose est claire, c'est que même si on prend Boni Yayi, parce que vous permettez, le débat aujourd'hui se fait entre quand Boni Yayi et quand Patrice Talon, qu'on le veuille ou non. Ça demeure une constante dans l'animation de la vie politique au Bénin. Et même si on prend Boni Yayi maintenant pour venir le déposer au pouvoir à l'heure où nous parlons, à la date de ce 1er août. Non, c'est une façon de parler. Quelqu'un du camp de Boni. Voilà, non, c'est pour dire même sa propre personne, puisqu'il a déjà exercé et on a vu comment les choses se sont passées. Ça veut dire que même si on prend la personne de Boni Yayi pour le déposer au pouvoir, pour dire, bon, on vous donne, monsieur le président, 5 ans pour gérer, il y a des actes et des lois sur lesquelles Boni Yayi ne peut pas revenir. On a vu comment Boni Yayi a à la limite floré des AVC avec les marches des travailleurs au Bénin, avec la paralysie de l'administration publique, avec, je dirais, ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. Également. Nous allons poursuivre ce débat tout à l'heure, mais je vais vous inviter, vous et puis les téléspectateurs, à suivre cet élément qui est intitulé « Il était une fois ». Et vous vous en doutez, c'est de l'histoire que nous allons vous raconter encore. Une histoire qui rappelle certains faits saillants qui justifient aujourd'hui la mise en route de toutes ces réformes que nous avons enregistrées au plan politique de 2016 à aujourd'hui. Et juste après, on revient encore pour un tour de plateau. Il était une fois le berceau des conférences nationales des forces vives de la nation, symbole du renouveau démocratique dont le modèle était cité en exemple partout dans le monde. Cette démocratie qui respectait largement les libertés, les droits individuels et collectifs, couvait cependant des dysfonctionnements qui plombaient le développement du pays. Car, sous le bon prétexte de l'épanouissement des hommes, il n'y avait point de vertu. Le sens de la discipline et la responsabilité restaient des valeurs à inventer. La corruption y avait trouvé
Un île paradisiaque et l'impunité régnaient en maîtresse. Un socialisme anachronique et débridé servait de prétexte à une gouvernance sans boussole que les bien-pensants qualifiaient de capitalisme à visage humain. C'est dire que le Bénin était une arène de jouissance d'avantages indus et de privilèges usurpés où des imposteurs s'affrontaient à coups de billets craquants afin de s'acheter un fauteuil ou un strapotin pour le prestige d'une fonction ou l'obtention d'une immunité circonstancielle. Floué et abusé, le peuple n'y voyait que du feu. Tant qu'il était libre de ses outrances et profitait des deniers publics frauduleusement soustraits ou détournés qui lui étaient retournés en miettes par saison, tout allait bien. Il croyait tirer le meilleur de ce système politique qui lui était présenté comme une succession de périodes de fêtes. Entre-temps, des grèves sauvages et perlées pouvaient durer plusieurs mois et paralyser des secteurs sensibles comme la santé, l'éducation ou encore la douane. La cupidité des hommes avait engendré des marchandages et du chantage politique avec des micro-partis créés par centaines pour négocier et obtenir sa part du gâteau national. De sorte que certains citoyens béninois étaient riches, très riches. Ils étaient riches des impayés d'impôts, des fruits de la TVA collectés et jamais reversés, des surfacturations stratosphériques dans les marchés publics, des contrats non exécutés dont les factures étaient pourtant payées, des marchés fictifs, des chantiers bâclés mais dûment réceptionnés, des doubles, triples ou quadruples missions officielles simultanées dont les frais étaient perçus par des agents qui n'étaient jamais sortis de leur bureau. On comprend dès lors que l'État s'appauvrisse et que le président de la République soit malheureux et furieux. D'une manière générale, notre économie est malade. D'une manière générale, par rapport à l'ambition qui m'anime. Rappelez-vous, en 2006, j'ai bien dit, en route vers un Bénin nouveau, un Bénin émergent. Je l'ai dit depuis 2006. Allez prendre mon projet de société. Tout ce que j'ai indiqué est toujours d'actualité. Nous sommes dans une situation, il faut le reconnaître, où les finances publiques sont dans une situation difficile. Parce que nous ne travaillons pas bien. Nous ne sommes pas bien organisés. Les nobles ambitions que le président avait pour son pays en prenant les rênes du pouvoir ne pouvaient se réaliser à sa satisfaction. Résultat, son pays était le dernier de la zone UEMOA en termes de performance économique. C'était l'humiliation de trop et le motif de son indignation. Le président a fait ceci, le président a dit cela, et on se lance dans des grèves. On met tout un peuple dans la souffrance. Si votre candidat n'est pas passé, n'embêtez pas celui qui est là. C'est la loi de la majorité. On se prépare à faire la reddition des comptes. La situation est plus catastrophique encore. Il y a toujours des grèves. Indépendamment des rigidités que nous constatons au niveau de nos administrations. La méthode de travail, l'absence d'organisation appropriée. Si nous voulons créer du bonheur pour ce pays. Les visions qui m'attaquent, ils n'ont même pas l'âge de mes enfants. Et qui m'attaquent. Il y a un problème d'éducation de base qui se pose. Engager des réformes dans tous les secteurs. Dans ce cadre-là que nous avons commencé. Alors, lorsqu'on constate d'abord ces réformes, des grèves aussi des grèves. Ce ministère des Finances a été paralysé pendant 8 mois. Ils font la politique alors que les problèmes sont techniques. Au ministère des Finances, nous avons la douane, nous avons les impôts, nous avons le trésor. Et ils ont paralysé le ministère impunément. Soit disant qu'ils font le syndicat. Pendant 8 mois, ils l'ont paralysé. Ce qu'on n'a pas obtenu par les urnes, eh bien, il faut les obtenir par la rue, au Bénin ici. Vous croyez que je vais reculer? Vous croyez ça? Et je mets en garde quiconque va prendre la rue pour faire du désordre. Je dis bien quiconque. Je mets quiconque en défi de prendre la rue pour se mettre du désordre. On ne peut pas continuer comme ça. On peut pas construire un pays comme ça. Cette démocratie-là, c'est une démocratie Nescafé.
qu'on est en train de mener. Une démocratie Nescafé. Nescafé, chargée de désordre et d'anarchie. On n'ira jamais, jamais à la prospérité si nous ne changeons de chemin. Il faut que nous changions de chemin, mes chers amis. C'est dans ce contexte délétère que le candidat Patrice Talon a promis la rupture d'avec nos détestables travers dont il reconnaissait volontiers avoir tiré quelques profits et un nouveau départ sur les chemins escarpés du développement. Il est vrai qu'on l'avait écouté distraitement, tous convaincus que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. On le savait riche et on croyait que son élection ferait pleuvoir des billets de banque sur les citoyens. C'était une motivation largement suffisante pour l'élire et il fut brillamment élu. En prêtant serment le mercredi 6 avril 2016, Patrice Talon a partagé son diagnostic et proposé sa thérapie. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Certes, la tâche paraît immense, mais ce n'est pas œuvre impossible si les actions à entreprendre s'appuient sur une vision claire ainsi que sur les compétences et les atouts dont nous disposons. Chers compatriotes, je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles que nous avons tous appelées de nos vœux. Je déclare du haut de cette tribune que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite. On n'y croyait pas trop lorsque dans une cérémonie dont la finesse augurait déjà d'une suite heureuse, le PAG fut projeté, commenté et expliqué par son principal concepteur. On ne l'a pas cru davantage parce que les maquettes et les projets paraissaient trop beaux. Cependant, une aube nouvelle s'est levée. Pour avancer résolument vers un avenir radieux, Patrice Talon a décidé, non pas d'essayer, comme son prédécesseur, de faire du mieux qu'il pouvait compte tenu du contexte. Il a choisi de reformer le système et de reprogrammer le mindset des hommes. À sa vision clairvoyante, il a adapté une méthode révolutionnaire. À l'image de Lee Kuan Yew, père du Singapour moderne, Patrice Talon a adopté des politiques pragmatiques remarquablement efficaces en matière de croissance économique et de transformation structurelle et physique du pays. Tout cela dans le cadre d'un système politique combinant les éléments démocratiques fondamentaux avec un certain encadrement des libertés, un sens plus élevé de la responsabilité et de la discipline, ainsi que le principe de l'égalité de tous devant la loi. C'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la tête du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces trois choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Le Bénin, depuis quelque temps, est devenu un pays qui a de l'ambition,
notamment par ses responsables, et cela est largement partagé, sérieux et acharné au travail. C'est cela qui nous caractérise depuis, et on voit déjà les résultats. Nous avons entrepris des réformes difficiles. Je donne un exemple. Quand vous attaquez aux acquis des travailleurs en matière de droit de grève, c'est quelque chose que j'évoque avec peine, mais parfois, mais souvent avec fierté aussi, parce que nous avons réduit au Bénin les droits de grève. Si vous permettez, en quelques minutes, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on nous fait souvent ce grief un peu dans le monde, que le régime actuel s'est attaqué aux acquis démocratiques. Quand je suis arrivé en 2016, nous avons eu une séance avec les partenaires sociaux au sujet des revendications des salariés du public. Et ils avaient des exigences démesurées. Et je leur ai dit, vous regardez dans l'assiette, n'a pas les moyens de satisfaire vos exigences. Le Bénin est un petit pays, nous collectons peu d'impôts, la pression fiscale est très faible par rapport au PIB. Je n'aime pas beaucoup ce mot pression fiscale, je préfère dire la contribution nationale fiscale. Trop faible. Mais ils disent, on n'en a rien à faire, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, le pays sera paralysé. Je dis, je ne pense pas. À la fin de la séance, un des syndicalistes me dit, Monsieur le Président, vous allez finir par céder. Je dis, mais je vais bien, puisque j'aurai les moyens, dès que les moyens seront là, nous allons céder. Il me dit non. Quand il commencera par avoir des morts dans les hôpitaux, dans les maternités, Monsieur le Président, vous allez céder. Je regarde, je dis, ben, la séance est levée. C'était un lundi, et le mercredi, en Conseil des ministres, je dis aux membres du gouvernement, je vais arrêter de tout faire. Les routes, les hôpitaux, tout ça, de côté. On va attaquer au problème syndical, au problème des grèves. Nous allons légiférer pour réorganiser le droit de grève. Effectivement, j'ai rencontré les parlementaires, je les ai convaincus et nous avons légiféré. Désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui concourt à la survie des concitoyens. C'est interdit. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à 2 jours maximum par mois et 10 jours par an. C'est vrai. C'est un recul par rapport aux acquis de démocratie. Mais vous savez, moi je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vais vous dire pourquoi. Un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis consorts sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis. L'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. C'est pas grave, ça ne compromet pas la survie du pays. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés. C'est pour ça que le droit de grève tel que nous l'avons réformé au Bénin, on ne peut pas le faire en France. Parce que ce ne serait pas acceptable. Mais au Bénin, c'était devenu important, vital, primordial. Sinon, ce pays restera éternellement dans la pauvreté. Nous avons besoin de faire les efforts que vos parents, vos ancêtres ont fait il y a quelques siècles. La France a été construite par les efforts soutenus de vos ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à partager et qui fait que vous avez besoin d'un système plus équilibré pour avoir un partage équilibré des choses. Les nôtres, dans nos pays, on n'a encore rien fait du tout. C'est maintenant que les Africains ont besoin de construire leur pays pour les générations à venir. Aujourd'hui, le monde entier salue les performances du Bénin. Les Béninois sont désormais fiers de décliner leur nationalité. Et c'est un témoin privilégié qui connaît les contraintes de la gestion du pouvoir et le prix du service public qui en fait le constat. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou, j'ai fait coteau pavé, lui il a mis du goudron, j'ai dit c'est bien mon petit. À mon avis, au fond, ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec évidemment, on peut dire, notre coton. On a dit, ah, né à quoi? Moi j'ai besoin encore de à mon âge. Non mais soyons sérieux. Donc, vraiment, je crois qu'il serait bon
que vous fussiez des journalistes, puisque c'est votre métier, sauter sur lui. Mais vraiment pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quels sont les produits dont tu parles? Il y a le coton. Mais après le coton, qu'est-ce qu'il y a? Il va vous dire tout ce qu'il fait, que ce soit la noix de cajou, que ce soit le soja, le carreau, tout ça. Il y a vraiment une panoplie de réalisations qu'il est en mesure de vous présenter. C'est ça le travail le plus important. Et c'est ça qui fait que, au fond, on existe en tant que nation. Quelqu'un dirait que le peuple noir serait vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, personne ne croirait. Que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler de développement. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons de développement. Comment on transforme la vie de nos concitoyens? Le job a été donc fait, même s'il faut admettre que les réformes peuvent être douloureuses et éprouvantes pour certains. Aussi, il est indéniable que tout n'est pas encore rose dans le meilleur des mondes. Mais dans la poursuite des efforts individuels et collectifs, le Bénin continuera de grandir. Les nations qui surmontent les défis du développement et de la modernité sont celles dont les leaders recherchent constamment les solutions qui dépassent les conservatismes et les clivages habituels, qui se projettent dans le temps et créent de meilleures conditions d'existence pour les générations à venir. Presque 10 années après, on peut observer que les bases de l'émergence et du développement sont désormais solidement établies. Qui que soit le successeur de Patrice Talon, il dirigera un pays qui fonctionne globalement dans un ordre bien déterminé dans tous les domaines de la vie publique. Le Bénin s'est brillamment révélé à lui-même et au monde entier par l'excellence, le sérieux et la crédibilité retrouvés. Dans un contexte de crise et de recul généralisé, c'est une performance exceptionnelle déjà logée au chaud dans l'histoire contemporaine de notre pays. Nous sommes fiers de vous. On est fiers de Béninois. Quand on est ici, c'est vrai, honnêtement. Donc, on peut vous applaudir parce que vraiment, nous sommes. Et bien voilà, ce mini-documentaire, Anissé Carlos Oké, c'est sans doute sous votre éclairage, sous votre plume que nous avons eu ce récit et tout ce condensé-là de certains faits qui ont marqué la vie de notre pays. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Le fait que la plupart des Béninois semblent oublier d'où nous sommes venus. En réalité, quand on observe, on a le sentiment que Patrice Talon a amené les problèmes et qu'il n'est pas venu pour les régler. Et donc, quand on se projette en arrière, on se rend bien compte que la plupart de nos chefs d'État, enfin pas la plupart, tous nos chefs d'État, pendant qu'ils sont en exercice, sont toujours perçus comme des incapables et des incompétents. Alors que, par notre comportement, c'est nous, en fait, qui constituons les facteurs de blocage pour le développement de notre pays. Et j'ai souhaité partir de la situation que vivait le pays au moment où Boni Yayi était au pouvoir, avec beaucoup d'ambition pour le pays. Boni Yayi rêvait de faire de grandes choses pour ce pays. Il a parlé de changement, ça n'a pas prospéré. Et puis après, il est allé plus loin. Il a parlé de refondation, il a parlé de dictature de développement, il a essayé tous les concepts, mais le climat politique qu'il y avait à l'époque ne permettait pas du tout à un président, quel qu'il soit, de faire avancer le Bénin. Parce que les hommes étaient riches et l'État était pauvre. Mais de quoi les hommes étaient-ils riches? C'est de ça, justement, que j'ai voulu qu'on parle un peu dans cet élément, parce qu'il y avait tellement de travers que les fonds de l'État étaient siphonnés par tous les moyens possibles, et c'est ça qui enrichissait les hommes. Et quand on fait des réformes qui empêchent les hommes de s'enrichir, eh bien, on constitue un ennemi à abattre. C'est ça. Rodrigue Azinogbe, que nous réserve l'avenir avec tout ce dont on a parlé depuis le premier film en documentaire et l'élément que vous venez de suivre? Normalement, l'avenir doit être reluisant. On ne doit pas avoir de soucis à se faire. Mais on est au Bénin, on se connaît. On ne sait pas de quoi demain sera fait pour l'instant. On attend, comme je l'ai dit tantôt, on attend de voir qui va succéder à Patrice Talon. Quelle sera
la politique ou la vision de celui-là, parce que tout dépendra de lui. Il faut qu'il puisse être capable de conduire toujours de la même manière, et il faut que les partis aussi jouent leur rôle pour qu'on puisse avoir un paysage politique quand même apaisé et prospère pour le Bénin. Allez, Wahab Ali Para, le Bénin d'aujourd'hui est-il, peut-on le dire, un modèle de gouvernance en Afrique de l'Ouest? Les deux films que vous avez suivis donnent des arguments solides pour étayer cette thèse aujourd'hui. Il y a 3 mois, on a entendu sur une de nos chaînes ici que les gens ont besoin de prêter le président Patrice Talon pour qu'il soit président chez eux. Je ne vais pas vous citer le pays parce qu'ensemble nous l'avons entendu et c'est sur une chaîne de télévision. Ça veut dire que le modèle de gouvernance mis en place par le président Talon est désormais un modèle et fait école dans la sous-région. Il va falloir donc travailler pour conserver ce qui est désormais un acquis, et Rodrigue fait bien de dire que oui, c'est de voir qui viendra après Patrice Talon, quelle est sa capacité d'adaptation aux réalités du Bénin, quelle sera la capacité de nuisance que les Béninois vont lui présenter, et lui maintenant, quelle sera la solution ou la thérapie qu'il va proposer face à tout cela, parce que comme l'a dit Anissé Carlos, ok, on voit en un président quelqu'un qui apporte les problèmes, mais on a senti au moins qu'un Patrice Talon, comme l'a dit un acteur politique, il a hérité d'un Bénin quelque peu malade, un Bénin saccagé, un Bénin déboussolé, un Bénin descendu de son piédestal. Et donc quand vous héritez d'un pays comme ça qui est mal au point, il faut une thérapie de choc, et je pense que c'est ça qui a justifié toutes les réformes et toute la stratégie mise en place par le président Patrice Talon pour rendre désormais crédible la signature du Bénin. Allez, Eric, pour terminer en une minute, on fait souvent le procès des politiques, mais la jeunesse également, fait de lance du développement, parfois ne joue pas correctement son rôle. Quels sont les défis, et pour terminer, les défis qui se posent à la jeunesse et à l'ensemble de la population? Parce qu'elle est manipulée. Elle doit prendre conscience de cela et dire non à certaines choses. Et aussi, dans ce mini-magazine, nous avions entendu l'ancien président Boniaï s'offusquer, par exemple, de ce qu'on a bloqué le ministère de l'économie et des finances pendant 8 mois. Aujourd'hui, c'est une réalité qui est derrière nous. En 10 ans ou pratiquement 9 ans, on n'a jamais vu ça. Parce que quand on bloque un ministère comme l'économie et des finances, qui paye ce préjudice? Et si il dit que même quelqu'un qui n'a pas l'âge de son enfant l'insulte, je me dis qu'à son époque, si le code du numérique existait, cela allait régler pas mal de problèmes. Alors, pour finir en une phrase, je pense que s'il y a quelqu'un qui est heureux, vraiment heureux, des réformes du chef de l'État, c'est bien Boniaï. Mais il ne peut pas le dire parce qu'il est le président des démocrates. S'il le dit, il va perdre ses militants. Ben, on lui posera peut-être la question quand on aura bien l'occasion. S'il est heureux aujourd'hui, parce que je constate que tous les problèmes qu'il a évoqués, enfin, on trouve une solution aujourd'hui. Allez, merci Eric Guédenon, merci Wahab Ali Para, merci Rodrigue Azinongbe, merci Anissé Carlos Oké, et grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés depuis le début de cette émission spéciale sur la vision politique comme socle et soubassement de la réussite de la gouvernance de Patrice Talon. Ces films de ce débat nous ont fait un éclairage, mesdames et messieurs, sur une réalité complexe. Il n'y a pas de solution simple ni de réponse unique, mais ce soir, eh bien, nous avons ouvert la porte à une réflexion essentielle. Nous espérons que ce voyage vous a bousculé, qu'il vous a poussé à vous interroger et qu'il continuera à vivre en vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation et à très bientôt.